Alors oui, comme tu l'auras vu dans le titre, j'ai créé mon école en ligne, mon école pour les profs de langue et plus précisément pour les profs d'espagnol. Alors, qu'est-ce que c'est cette école? Pourquoi cette école? Pourquoi je l'ai créée? Quel est mon objectif avec tout ça? Alors, si tu ne me connais pas encore, peut-être que tu as déjà vu certaines de mes anciennes vidéos, mais c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de me présenter vraiment. Donc, moi, je suis Marine, je suis enseignante d'espagnol depuis 2013. Donc, j'ai suivi un parcours assez classique, hein, licence, master, et puis le concours que j'ai obtenu, bien évidemment, le CAPES. Et j'ai enseigné en établissement scolaire dans le secondaire. Donc voilà, formation un peu classique. Ensuite, ce qui fait un petit peu, la différence au niveau de mon parcours personnel, je t'en parlerai en fin de vidéo. Mais, pour l'heure, donc, je vais m'attarder donc sur le parcours, général. J'ai suivi une très bonne formation au centre de formation, j'ai été ultra bien formée au niveau de la préparation des séances, des séquences, préparation de cours classiques. Et c'est vrai que, dans le centre de formation, ben, on nous prépare vraiment à une situation un peu idyllique en classe. Alors je ne sais pas toi, à quel niveau de ton parcours, donc déjà si tu es enseignant d'espagnol ou si tu es enseignant de langue, d'une autre langue, n'hésite pas à me dire, du coup, toi aussi, faire une petite présentation en commentaire pour que je sache un petit peu, du coup, qui tu es, quelle, discipline t'enseignes, où est-ce que tu enseignes, enfin pas la ville forcément où tu mais si tu enseignes en collège, en lycée, ton parcours de formation, si tu as le concours, si tu as pas le concours, si tu es remplaçant ou quoi que ce soit. Ça permettra un petit peu d'apprendre à se connaître. Mais voilà, donc au centre de formation, c'est vrai que donc si tu es passé par là aussi, on te présente un petit peu, une version idyllique de ta salle de ta classe, en fait, de tes élèves. On te dit: «Voilà, il faut stimuler les élèves, leur faire d leur donner des activités, qui leur permettent de développer leur oral, d'instaurer une ambiance de confiance» et cetera. Ils t'encouragent justement, à innover dans tes pratiques, à varier, à t'amuser un petit peu. Et c'est tout le principe. Seulement voilà, dès que je suis vraiment arrivée en poste, dès les premières semaines, j'ai commencé à me rendre compte de pas mal de choses et de pas mal de manquements que j'avais eu au niveau de la formation. Dès mon année de stage, alors même si en stage, on est accompagné par un tuteur, bah, le tuteur, tu le vois pas tous les 4 matins. Moi, le tuteur, je l'ai vu, 3 fois dans l'année, tu vois? Enfin 3 fois dans l'année dans ma classe. Après moi, je sais que j'allais le voir, toutes les semaines. Bon, après, c'est parce qu'il y avait pas de soucis particuliers qui nécessitaient, qu'ils viennent, en fait, dans ma classe. Mais pour autant et même malgré la présence du tuteur, je suis pas sûre qu'un tuteur, puisse, combler, tous ces manquements-là, même si le tuteur est censé, te suivre toute l'année scolaire. Parce que comme je te dis, lui, il est aussi en poste, bah, il est pas à ta disposition 100 de son temps non plus, c'est pas le but, hein. Le but, c'est que, bah, que tu prennes ton envol aussi, quoi. Lui, il est là juste, pour recadrer certaines petites choses, pour te dire: «Attention, fais pas ci, fais pas ça» ou «Attention, là, tu pourrais peut-être plus, à mener l'activité de telle façon» et cetera. Mais, il est pas là pour tout refaire. Lui, il est là juste, en fait, pour combler la préparation que tu as eue toi au centre de formation, que tu as eu une préparation un petit peu théorique, bon avec quelques stages pratiques, mais surtout théoriques. Et lui, il est surtout là pour la partie un peu pratique, pour voir si tu arrives à mettre en pratique tout ce qu'on t'a enseigné au centre de formation. Donc il y a plusieurs manquements que j'ai remarqué. Donc je ne sais pas si toi, c'est ton cas aussi. Donc n'hésite pas aussi à m'en faire part des manquements que toi, tu as pu observer ou de ce qui te manquerait toi, dans ton quotidien à l'heure actuelle ou qui t'a manqué. Donc moi, j'ai fait une petite liste, là, des éléments. Bon, bien sûr, c'est une liste non exhaustive, hein, mais ce sont vraiment les points, qui m'ont vraiment questionnée et sur lesquels je me suis dit: «Ouh là là, il va falloir que je fasse moi quelque chose parce que j'apprenne par moi-même». Parce que là, bah, ce que j'ai appris au centre de formation, ça n'en fait pas du tout partie, enfin, c'est pas du tout partie de ce que j'ai appris au centre de formation et puis mon tuteur ne peut pas être, là pour tout en fait, pour ton tuteur est là à l'instant T quand tu as besoin à l'instant T, mais il est là une année et il sera pas là toutes les années scolaires. Donc il fallait que je trouve des stratégies que je développe moi-même sur ces points-là, qui puissent me servir durant toutes mes années d'enseignement. Donc la première chose, que je n'ai pas apprise au centre de formation, c'est la gestion des imprévus. Donc les imprévus, tu en as tout ordre, hein. C'est un imprévu, d'un élève d'un seul coup qui pète un câble et qui fait n'importe quoi en classe. Ça peut être, un semi-imprévu, par exemple, je sais pas, l'alerte incendie. Par exemple, moi, au centre de formation, on m'a jamais dit comment gérer une alerte incendie. Tu vois? Par exemple, à l'après-rentrée, on te dit: «Voilà, l'alerte incendie, voilà, on attend que, vous descendiez les élèves, vous les mettiez à tel endroit» et c'est tout, en fait. Après tout ce qui est gestion, communication avec les élèves et là, c'est le second point, comment me positionner par rapport aux élèves? Parce que je suis pas leur copine, réussissent à instaurer un climat de confiance, qu'ils se sentent, à l'aise, en fait, pour
participer, enfin toutes ces choses-là. On nous a pas appris à tout ça. On nous a pas appris, bah, tout ce qui est gestion de classe en fait, des situations particulières. Alors si 1 ou 2 fois on a eu un cours, par exemple, si un élève bavarde ou autre, mais c'était des mini mises en situation et franchement c'était pas réaliste. C'était pas du tout réaliste parce qu'on nous demandait nous de jouer le rôle de l'élève et on avait, de nos camarades qui étaient devant la classe et mais c'est pas du tout réaliste parce que nous on se comporte pas comme des adolescents. Même si on a été adolescents dans le passé, on se comporte les générations évoluent, donc les adolescents qu'on était nous, ne sont pas les adolescents qu'on a nous en classe à l'heure actuelle. Et puis, c'est difficile de se mettre dans la peau, de quelqu'un qu'on n'est plus en fait. Et puis en plus là, bah, forcément on n'était pas forcément à l'aise parce que c'était vraiment quelque chose de très scénarisé. Donc les gestions de classe, par exemple, bah, pour le bavardage, pour un élève, qui est impertinent, pour un élève qui sort le téléphone portable, que faire? On nous a jamais appris à faire ça, à dire comment on réagit à cette situation-là. Un élève qui en insulte un autre. Bon là, je suis sur la gestion de classe au niveau des élèves, mais ça peut être, plein de choses, je sais pas, par exemple, tu as quelqu'un qui arrive dans la classe, pour dans une note, un surveillant qui vient distribuer un document ou quelque chose. Comment après, remettre, ta classe en situation de travail et cetera. Tu vois, ça peut paraître être des détails, mais en fait, sur le fond, je pense que tu l'as déjà vécu aussi, hein, tu te rends compte que c'est pas si simple que ça à certains moments du cours. Par exemple, je sais pas, capter l'attention de tes élèves à 8 heures du matin un lundi, c'est pas la même chose qu'à 16 ou 17 heures un vendredi. Donc tout ça, on nous l'a pas enseigné. On nous a pas dit aussi non seulement on nous l'a pas enseigné, on nous a pas alors il y a pas une recette idéale, on est d'accord, hein, il y a pas une recette unique, mais on nous a pas prévu qu'en fait, il y avait des choses auxquelles on devait penser et réfléchir en amont. Toutes ces choses-là, on ne l'a pas dit. Hem, autre chose, par exemple, c'est tout ce qui était vie dans l'établissement. Enfin, vie dans l'établissement au sens large, par exemple, comment préparer un conseil de classe? Un conseil de classe, ça se prépare. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la préparation du conseil de classe, tu pourras aller la voir si tu n'es pas allé la voir. Mais comment préparer un conseil de classe? Comment se passe un conseil de discipline? Comment se passe un conseil d'enseignement? Toutes les réunions qu'on a au cours de l'année, c'est une fois qu'on est sur le terrain qu'on se dit: voilà, donc au fur et à mesure qu'on en fait, forcément, on prend de l'expérience, on se dit: «Bah, voilà, moi j'ai envie de la faire comme ça». Mais en fait, une réunion parents-prof, c'est pas le parent arrive et fait: «Bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va parler des résultats, on va parler du comportement d'élèves». Non, tout c'est une préparation. Si tu veux que ta en fait, soit tu prépares rien et au final, le parent s'en va et c'était ni fait ni à faire, il y a aucun bénéfice, aucune plus-value. Ou alors, tu réfléchis en amont à comment tu veux structurer une réunion, une rencontre parents-prof, comment tu veux structurer, par exemple, ta prise de parole au conseil de classe, pour que derrière, il y ait un résultat, il y ait une plus-value, il y ait un intérêt. Sinon, ça n'a aucun intérêt en réalité. Ça, ensuite, bah, tout simplement le relationnel avec les collègues. Parce que c'est vrai que quand tu as ton affectation, on te balance dans ton établissement, tu arrives un petit peu en mode, bah, je connais personne, tu te fais un peu tout petit ou toute petite, tu essaies de rentrer en communication avec les uns, les autres, tu essaies de retenir le prénom de tout le monde. Enfin, moi, je sais que c'est un peu l'horreur parce qu'en plus, je suis pas très physionomiste, donc tu essaies de retenir le prénom d'un peu tout le monde et cetera. Enfin, c'est très compliqué, savoir, quel collègue est de telle matière et cetera. Enfin, tu as toujours des collègues de toute façon sympas qui essaient de t'intégrer, mais c'est compliqué. On te donne pas en fait des clés en fait pour tout ça. Le fonctionnement aussi d'un établissement scolaire, c'est pas le même fonctionnement que si par exemple tu es en collège dans un village, que dans un collège en centre-ville. Pareil pour les lycées, un lycée plus général, un lycée avec beaucoup d'options technologiques, un lycée pro, enfin il y a tellement de choses. Ensuite, alors tu vas me dire, bah, forcément, en centre de formation, on peut pas couvrir tout ça, mais ce serait bien quand même de nous donner des pistes, je trouve. Donc, du coup, bah, j'ai été confrontée à tout ça. Après, il y a tout ce qui est, un peu sigles, acronymes et cetera, DAG. J'avais jamais entendu parler de DAG avant de mettre les pieds dans l'établissement scolaire et là, arrivé au mois fin novembre, c'est début décembre, on me parle de DAG, je me «Mais c'est quoi ça?» Donc et en plus, non seulement après, au bout d'un moment, tu oses plus trop poser la question parce que tu as peur aussi de passer pour une idiote, mais bon ça va en général, quand tu as quand même des collègues sympas qui t'expliquent, mais quand même, tu es quand même paumé, je trouve. Je trouve qu'on devrait nous donner un guide, je sais pas, en parallèle, on te propose des formations au PAF, donc les formations au PAF, c'est plus, avec l'éducation nationale, c'est plus des formations, par exemple, si, on veut tester des nouvelles stratégies d'enseignement, si par exemple, moi j'avais fait une formation sur le cinéma espagnol, des choses comme ça, comment intégrer le cinéma dans un cours de langue, mais ça reste pareil, c'est des formations, alors je sais pas si tu en as fait déjà beaucoup dans le passé, mais c'est des formations qui durent, une demi-journée ou 2, 3, 4 demi-journées par-ci par-là. C'est très court,
Donc souvent, c'est une formation, très théorique et après il y a une mise en pratique en groupe, enfin bref, c'est mais ça reste très léger en soi, on n'a pas le temps d'approfondir, quoi. Parce qu'en plus, on a un groupe, genre, en général de 15-20 personnes, 15-20 profs aussi, donc ça reste c'est pas de l'accompagnement individuel, tu vois? Et moi, c'est ça qui me manquait, en fait. C'était toutes les thématiques, que je t'ai abordées juste au-dessus et bien d'autres, mais et aussi un accompagnement individuel plus poussé que ce qu'on peut avoir avec un tuteur, durant l'année de stage et en plus, si tu es contractuel, bah, tu as pas ce tuteur-là. Alors parfois, on t'en donne un semblant de tuteur, mais si tu en as pas, enfin, tu es un peu, jeté dans la gueule du loup, donc ça c'est un peu compliqué et donc moi, je trouve que même ton tuteur, il peut comme je t'ai dit, il peut pas être là tous les jours derrière toi. Donc du coup, c'est pour ça. Donc je me suis dit: «À partir de tout ça, il faut faire quelque chose». Donc moi, à titre individuel, je voulais déjà continuer à me former, continuer à découvrir d'autres stratégies d'enseignement parce que c'est pareil au centre de formation, on te montre une façon de faire, mais après, bah, forcément, il en existe des j'allais dire des milliers de façons de faire, mais pour moi, il existe autant de façons de faire qu'il y a de d'enseignants parce que chacun a son identité de prof et j'en parle souvent, hein, l'identité de prof, parce que pour moi, c'est important en fonction de son identité. En fonction de sa personnalité, forcément, on va pas enseigner de la même façon. Même si on va amener des élèves vers un même résultat, on va pas enseigner de la même façon. Donc du coup, moi la stratégie que j'ai trouvée pour combler ça, c'est, autre que faire des formations au PAF, faire des formations en externe. Donc forcément, je les finançais par moi-même, mais j'ai fait pas mal de formations autre qu'en passant par l'éducation nationale. Donc c'était des groupes, hein, de profs qui se retrouvaient avec un formateur et l'avantage de ça, c'est que c'était des formations qui se passaient, en dehors même de mon académie et qui regroupaient des profs de plein d'académies de France et même, bah, d'Espagne, hein, parfois, mais surtout plein d'académies de France et du coup, ça me permettait de voir comment ça se passait aussi dans d'autres établissements scolaires parce que moi, après, j'étais très rapidement en poste fixe. Donc forcément, à part j'avais qu'une collègue dans mon établissement, donc bah, c'est très peu en fait, donc enfin qu'une collègue de la même discipline, hein, bien sûr, tu l'auras compris, mais c'est très peu et du coup, ça permettait de voir un petit peu, ce que font les uns et les autres ailleurs, comment ça se passe dans les autres établissements, les projets d'établissement et cetera et cetera. Donc non seulement c'était très intéressant et enrichissant pour rencontrer d'autres enseignants, mais aussi pour voir d'autres méthodes d'apprentissage et en plus, c'était des formations et c'était des formations très complètes, très approfondies et thématiques. C'est-à-dire, c'était des formations qui duraient une semaine. Chaque jour, on avait une thématique. Par exemple, une thématique sur, le théâtre en cours de langue, une thématique sur, les différents modes d'évaluation et comment on pouvait un petit peu les revisiter et cetera et cetera. Donc j'ai fait des formations comme ça où c'était des formations d'une semaine et puis après des formations, ailleurs qui duraient une ou 2 journées, mais vraiment complètes où on avait le temps de creuser en profondeur le sujet. Donc il y avait toujours un petit peu cette partie théorique, mais c'était pas vraiment une partie théorique en mode transmission. C'était plus une partie théorique en partage d'expérience, tu vois? Le formateur, qui est aussi enseignant, hein, était enfin le ou la formatrice, hein, parce qu'il y avait aussi des formatrices, partageait vraiment ses expériences, montrait aussi concrètement ce qu'il faisait en classe. Parce que par le PAF, c'est vrai que parfois c'est fait par des chargés de mission, des inspecteurs ou autres et on voit pas ce qu'ils font vraiment en classe, que là on voyait vraiment ce qu'ils faisaient en classe, il y avait des exemples concrets et cetera et puis après il y avait une activité en groupe, donc c'est bien parce qu'on était en groupe, comme je te dis, avec des enseignants qui venaient de partout. Donc ça, c'était vraiment cool. Donc ça, c'était le premier point pour développer, on va dire, pour développer mes compétences d'enseignante et que je continue d'ailleurs de faire, hein, ces formations-là. Parce que pour moi, on n'a jamais terminé de se former au final et ensuite, la deuxième partie pour me former, moi, ce que je voulais développer, c'était un peu une méthode, c'est un peu ma méthode auto-formation. Ça, c'était la méthode justement pour, former mon identité de prof. Parce que j'ai compris qu'en fait, le modèle qu'on te donnait, bah, il n'était pas duplicable en fait, le modèle qui correspondait à un prof, tu pouvais pas l'adapter à toi en fait, enfin tu pouvais pas te le calquer sur ton dans tes classes. Parce que toi, tu avais, comme je te dis, tu as, comme je te dis, une personnalité différente et en fonction de ta personnalité, ta façon de faire et cetera, non seulement ça va pas prendre, les élèves vont s'en rendre compte, tu vas pas réussir à transmettre, comme tu voudrais transmettre, tu vas pas réussir à mettre en place une dynamique de classe, à mettre en place des activités de groupe parce que tu auras copié un modèle qui ne te correspond pas et donc moi, je me suis dit: «Bah, il faut que je trouve une stratégie, à mettre en place». Donc j'ai pris un temps de réflexion et tu verras, donc c'est ce que je te disais en fin de vidéo, je vais te dire, ce qui a été, ça paraît un peu contradictoire, mais qui a été au final bénéfique pour moi, parce que ça m'a permis de prendre un temps de recul et d'observation
Alors j'ai développé ma propre méthode, d'auto-formation pour justement trouver des stratégies, qui puissent me correspondre à moi, à ma méthode d'enseignement. Donc en fait, comment j'ai procédé? Tout simplement en me remettant dans une position, de stagiaire. Donc même si j'étais déjà titulaire, depuis 1 ou 2 ans et puis, même je crois même jusqu'à ma troisième année, j'ai continué à faire ces observations-là. Donc en gros, l'idée, c'est de prendre du recul et d'analyser toutes mes pratiques, d'avoir un regard réflexif. Alors ça m'a énormément de temps, hein, pour avoir ce regard réflexif, sur mes séances, sur chaque séance, sur chaque séquence et cetera et prendre du recul, c'est pas toujours facile. Donc tu peux pas le faire, par exemple, tu peux pas prendre du recul tout de suite quand ça sonne après ton heure de cours et analyser ton heure de cours. Avoir du recul, d'analyser et de retravailler ta séance et puis, de repartir sur une nouvelle chose. Ça, c'est impossible. Ça se fait dans le temps. Donc tout ça, j'en parle aussi, dans mon école en ligne, je t'en parlerai après par la suite. Donc voilà ce que j'ai fait dans un premier temps et dans un deuxième temps, ça m'a permis de prendre tout cela, toutes ces réflexions et cetera pour construire ma fameuse identité de prof. Donc mon identité de prof avec mes stratégies d'enseignement, mes méthodes, mes façons de faire qui correspondent aux attentes qu'on a des enseignants et aussi vers les objectifs que l'on a pour les élèves. Donc l'idée, en fait, c'était d'atteindre et de réussir plusieurs choses. Parce qu'au début, de mes années enfin, mes premières années d'enseignement, donc forcément, bon, je suis toujours passionnée, bien sûr, mais tu sais, quand on est passionné, je ne sais pas si c'est ton cas, mais on a tendance à pas compter nos heures. C'est-à-dire qu'on travaille en fois, bah, à la fois en présentiel, hein, dans l'établissement scolaire. Ensuite, il y a les à côté dans l'établissement scolaire, aller faire les photocopies, échanger avec les collègues sur des projets, et cetera, et cetera. Et aussi, il y a la maison, la préparation des séances, les corrections de copies, les préparations de projets et cetera et cetera et heu et c'est vrai que je débordais beaucoup sur mon temps personnel parce qu'on s'en rend pas compte. Quand on est passionné, en fait, c'est à la fois, moi, c'est ce que j'appelais un peu mon travail, mais mon loisir en même temps parce que dès que j'avais des nouvelles idées, hop, je ressortais mon cahier, je notais mes idées, je sortais mes documents, mon classeur, je commençais à monter des séquences, puis après je réfléchissais, puis après je disais: «Bon, je vais poser 5 minutes, je reprendrai plus tard» et puis après d'un seul coup je dis: «Ah mais non, mais là j'ai une super idée pour les troisièmes, en fait, je vais plutôt faire comme ça» et là je ressortais en trieur et je ressortais mes prises de notes et c'était infini et en fait, j'arrivais pas à faire, cette séparation entre vie pro et vie perso. J'arrivais pas à déterminer un temps alloué au travail. Donc ça, c'était aussi ce qu'il fallait que je travaille justement et il fallait que je trouve un équilibre. Ensuite, il y avait autre chose aussi, heu, ça fait partie de l'identité de prof et ça fait partie aussi, des stratégies que j'ai mises en place parce que grâce à mes nouvelles stratégies que j'ai mises en place, ça m'a permis, de mettre de côté un gros point noir que j'avais aussi, c'était le doute constant. C'est-à-dire: «Est-ce que je fais bien? Est-ce que ma séance est bien? Est-ce que l'activité que je propose ne sera pas trop compliquée? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que le document, est-ce que l'activité que je propose avec le lancement du nouveau document va être véritablement une activité, déclencheur de parole? Est-ce que mes élèves vont adhérer? Est-ce que et en fait, je pense que tu es dans le même cas de figure, tu te poses surtout en début de carrière, ou alors quand tu arrives dans un nouvel établissement et tu connais pas le profil des élèves. Tu te poses plein de questions et en fait, je me suis rendu compte que si je mettais en place une stratégie et des méthodes de travail qui me correspondaient à moi, qui correspondent à ma personnalité, à ma façon de faire, ça allait me mettre beaucoup plus, dans la tranquillité, dans la sérénité vis-à-vis de tout ça. Parce que j'allais me faire beaucoup plus confiance, en fait, parce que j'avais un parcours d'enseignement, un parcours, des échelons, des étapes à mettre en place, une structure que j'utilisais à chaque fois. Donc l'effet d'avoir cette structure un petit peu rassurante me disait: «Bah, dans tous les cas, non, je ne saute pas d'échelon puisque j'ai ma structure». Ensuite, il y avait toujours ce truc de, toujours vouloir faire mieux. C'est-à-dire que, par exemple, si, j'avais préparé ma séquence, longtemps en avance, parce qu'en général, parfois on a tellement de séquences à préparer qu'on est un peu ric-rac, mais si j'avais préparé ma séquence un petit moment en avance et là, par exemple, je sais pas, je l'ai finie, je sais pas, 3 semaines avant de la commencer et puis au moment de la reprendre, donc 2-3 jours avant de la commencer avec mes élèves, je la relis tout ça et ben j'avais toujours cette tendance à me dire: «Ah ouais, mais ça, c'est pas terrible, faudrait que je le refasse ou non, ça, je vais le modifier et toujours, toi, vouloir remodifier pour faire toujours mieux. Alors, c'est pareil, il fallait que je trouve une stratégie de travail de façon à ce que je me dise: «Non, là, c'est fait, là, je suis satisfaite de mon travail, ça restera comme ça, ce sera bouclé comme ça». Après, faut pas non plus être trop fermé. Si d'un seul coup, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas du tout, évidemment, tu vas le changer. Mais si c'est juste parce que tu veux faire mieux,
Non, vaut mieux, que tu te bloques un instant où là tu dis: «Je m'occupe de cette séquence-là» et cetera. Donc j'ai développé, hein, des stratégies de travail qui ont fait en sorte que justement je ne dépende plus de ce toujours mieux et après pour le gros point gestion de classe, situation imprévue, situation que je risque de ne pas réussir à cadrer parce que c'est un peu ça aussi. Au début quand on enseigne ou comme je te dis quand on change d'établissement scolaire et qu'on connaît pas nos élèves ou qu'on sait qu'on va avoir un public plus difficile que celui qu'on a quitté, l'année précédente, on a un peu des craintes et se dire, «Est-ce que je vais réussir à faire face à toutes les situations? Est-ce que je vais réussir à cadrer ma classe? Est-ce que je vais pas avoir tomber face à des situations que j'ai jamais gérées jusqu'à maintenant et comment je vais les gérer?» Et c'est vrai que, bah, les situations qu'on imagine sont toujours pires que les réelles. En général, c'est ça et on essaie toujours un peu de se dire: «Voilà, faut que je sois prêt, faut que je sois archi prêt» et cetera. En général, on peut jamais être archi prêt parce qu'on ne peut jamais deviner à l'avance ce qui va se passer. En revanche, on peut mettre encore une fois en place un système qui te permette de parer à toutes les situations qui peuvent arriver, pardon. Par exemple, je ne sais pas, tu peux avoir une situation qui peut être très légère, hein, qui peut être de bavardage répété des élèves qui se retournent tout le temps, des élèves qui font jamais leurs devoirs, à des élèves qui deviennent plus perturbateurs, qui rigolent tout le temps en classe, qui font du bruit, à, des élèves, par exemple, je sais pas, tu peux avoir plein de situations différentes et pour autant, tu peux mettre en place un système qui fait que tu peux sur lequel tu peux te reposer et qui fait que tu sois dans une situation légère ou une situation plus délicate, tu aies un cheminement à suivre, des étapes à suivre qui font que, ça te met toi en sécurité parce que tu sais qu'il y a l'étape d'après, parce que tu sais les élèves, tu as des élèves qui te testent par exemple. Ils vont se dire: «Bah, voilà, la première étape, la prof elle va me regarder un peu, de manière, insistante. La deuxième étape, la prof elle va me faire une remontrance, vocale. La troisième étape, la prof, elle va me dire par exemple, elle va me menacer d'une heure de colle». Tu vois? C'est tout des stratégies à mettre en place en amont, avant pour te dire, voilà, moi j'ai mon système d'étapes, c'est-à-dire, par exemple, une infraction, on va dire ça comme ça. Une infraction légère, on commence par exemple à l'étape 1. Si l'élève continue, étape 2, étape 3 et te mettre ton système. Et en fait, l'effet d'avoir un système, on va dire, un peu, je dirais pas stéréotypé, mais tu vois, un bloc toujours, heu, toujours stable, en fait, ça te donne déjà une sécurité pour toi, mais pour tes élèves. Mais tu vois, en fait, l'effet d'avoir un système comme ça, on va dire un peu, clé en main, mais pas clé en main qui soit le même que ton collègue, parce que ton collègue n'aura pas le même caractère et peut-être son caractère ne collera pas à ton système, tu vois? Donc l'effet d'avoir ton système qui te corresponde à toi, ça te permettra justement de faire en sorte que, bah, tu peux faire face à n'importe quelle situation et même à une situation auquel tu n'as jamais été confronté jusqu'à maintenant et du coup, tu arriveras avec beaucoup moins de stress parce que tu n'auras plus ce stress-là à te dire: «Si un élève me fait ça, je fais quoi? Parce que j'ai rien prévu». Bah non, parce que de toute façon, tu as plus que ton schéma à suivre et c'est à toi juste à te dire quel niveau de gravité on entre guillemets, à quel niveau de gravité on se situe. Donc une fois que j'ai mis en place ce système-là, donc comme je t'ai dit, hein, ça m'a demandé un long moment pour travailler toutes ces choses-là, parce que comme je t'ai dit, travailler autant le niveau «formation» entre guillemets, autant le niveau gestion de classe, autant le niveau organisation de travail, parce que ça, c'est un gros point, hein. Comme je te disais, l'organisation de travail, pour pas passer, 50 heures parce que j'étais réellement à j'avais pris, alors c'est intéressant à faire, fais-le d'ailleurs, je te le conseille, tu essaies de télécharger une application et là, j'ai une application, je ne sais plus comment elle s'appelle, là sur le téléphone, mais en fait, en gros, tu peux segmenter par rapport aux tâches. Donc par exemple, tu peux mettre tâche, correction de copie, tâche, par exemple, préparation de séquence, tâche, je sais pas, autre. Dans autre, par exemple, tu mets aller faire les photocopies, machin et cetera et en fait, je chronométrais toutes mes activités, plus les heures de cours que j'ajoutais aussi, que j'avais eues durant la semaine et bien, j'arrivais à mes fins de semaine à 55 heures de travail et je me dis 55, entre 55 et 60 parfois et je me dis: «Mais c'est pas possible». Enfin, plus, bah, forcément, il faut savoir que pendant les vacances scolaires, on travaille aussi et je me dis: «Oh, je vais jamais tenir», tu vois? Là, je suis jeune, c'est bon, mais au bout d'un moment, je vais jamais tenir et puis après je vais plus avoir de vie perso quoi, au bout d'un moment, faut trouver une solution. Donc j'ai aussi mis un système en place pour réussir à trouver un équilibre comme ça. Donc du coup, c'est pour ça. Donc une fois que j'ai mis tout ça en place tous ces systèmes-là, j'ai non seulement réussi à trouver un équilibre, vie pro, vie perso, ça m'a permis aussi de garder ma passion pour l'enseignement parce qu'après
ça devient plus une passion, en fait, quand tu es tout le temps dessus, ça devient un travail, ça devient enfin, ça devient un travail, c'est du travail en soi, mais ça devient une corvée, on est déjà fatigué d'avance et puis on arrive en cours, bah, crevé, c'est pas le but parce qu'en cours, c'est là où il faut avoir le maximum de dynamisme aussi. Donc il faut pouvoir garder de l'énergie pour lorsque tu es en cours, et aussi parfois, bah, tu as des séances qui se déroulent pas top, top bien, quoi. Parfois, tu as des séances qui sont, bah, fatigantes parce que les élèves, ils sont mous. Tu as des séances à l'inverse, les élèves sont trop agités et il faut cadrer et tout. Là, au moment où je te filme ma vidéo, là, on est fin mai, c'est le moment où les élèves sont surexcités parce qu'il fait beau et cetera et à la fois, ils sont un peu mous quand il fait trop chaud et voilà, enfin, faut tenir ta classe, quoi. Donc du coup, c'est compliqué. Donc du coup, il fallait que je trouve alors un système et là, ça m'a permis justement de me libérer de tout ça et garder ce plaisir à enseigner et ce dynamisme, cette énergie. Donc, comme je te le disais, ça n'a pas été facile de parvenir jusqu'à là. Comment j'ai réussi à ça? Enfin, à trouver ce moment de recul? Donc juste avant que je t'explique, ce qui m'a permis aussi de prendre ce temps de recul pour travailler sur tous ces systèmes et parce que même les grandes vacances, enfin les grandes vacances, c'est bien, ça permet quand même d'avoir du recul, mais soit on veut concentrer son énergie à se ressourcer et ressourcer son cerveau pour repartir, de plus belle ou alors on sacrifie un peu de nos vacances pour, prendre ce recul-là. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon école en ligne d'accompagnement pour les profs. Donc mon école qui s'appelle «À la conquête de l'espagnol». L'idée, c'est d'accompagner les profs à la fois pour trouver leur identité de prof, mais identité de prof, juste trouver l'identité de prof, comme tu l'as vu, ça sert à rien. En fait, l'idée, c'est de l'associer à des stratégies d'enseignement qui font que ça leur permette de justement économiser leur énergie pour à la fois avoir de l'énergie à la maison pour préparer les cours, qu'il leur reste de l'énergie en classe avec leurs élèves, qu'ils aient justement aussi la possibilité de garder du temps à la maison pour leur vie perso et qu'ils passent pas comme moi 55 ou 60 heures par semaine sur leurs cours, plus la moitié des vacances et cetera et cetera. Donc et l'effet aussi, d'avoir un système qui fonctionne pour eux et donc pas un système qui est copier-coller. Comme je te disais, quelque chose qui fonctionne pour ton collègue ou ta collègue ne va pas fonctionner pour toi. Même si pour ton sur le papier, tu dis: «Ah mais voilà, mais c'est génial en fait ce que tu fais, c'est trop bien, moi aussi je vais le faire» et quand tu le fais, tu fais: «Mais pourquoi ça marche pas avec moi? Pourtant ça a l'air trop bien» et du coup tu dis: «Mais c'est moi qui ai un problème» et en fait non, c'est pas toi qui a un problème, c'est juste qu'en fait ça colle pas avec ta personnalité ou ta façon d'enseigner ou alors ton profil de classe et donc l'idée, c'est d'accompagner les profs pour qu'ils aient leur propre système qui fonctionne avec eux et pas seulement un copier-coller. Donc autrement dit, comment on va faire pour ça? Donc de quelle façon j'accompagne les enseignants? L'idée, c'est de les accompagner, comme je te disais, individuellement et aussi avoir des échanges en collectif, d'avoir les 2 versions. Avoir une version où, par exemple, je ne sais pas, ça t'est peut-être déjà arrivé, tu te dire, par exemple, «Ah bah voilà, j'ai besoin de tel document» ou là, j'ai une séance à faire sur telle thématique, j'ai le document, je ne sais pas trop comment le prendre et puis, tu sais, tu demandes des conseils à des collègues ou, dans ton établissement ou alors tu demandes des conseils, par exemple, sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais en fait, bah, soit tu auras un retour à l'écrit, donc tu auras peut-être un retour une fois, 2 fois ou de collègues différents, mais tu vois, sur les réseaux sociaux, c'est hyper bien pour avoir, bah, pour toucher le maximum de collègues possible, mais c'est difficile d'avoir un échange régulier avec des collègues ou de créer un noyau dur, tu sais, de relationnel et dans ton établissement scolaire, c'est pareil, tu es toujours avec les mêmes collègues et puis, bah, tes collègues ne sont pas tes tuteurs et ils sont pas tes assistants non plus, donc ils vont te donner des pistes, ils vont te dire: «Moi, je fais ci, je fais comme ci ou je fais comme ça». Ou parfois, tu auras même pas demandé parce que tu auras peur, en fait, un peu d'être un peu ridicule ou de te dire: «Ah, je vais être jugée» ou ils vont se dire que je sais pas faire mes cours ou tu vas pas oser demander. En fait, il y a pas de mal à demander, hein. C'est pas parce que tu as 10-15 années d'enseignement que tu peux pas demander un conseil ou une suggestion ou dire: «Bah, voilà, tiens, j'ai ce document-là qui m'intéresse, je pense qu'on peut faire un truc super avec les élèves, mais là, tout de suite, je vois pas comment je peux l'exploiter. Est-ce que tu as des idées?» tu vois? Et en fait, l'idée là de l'école en ligne, de «À la conquête de l'espagnol», donc c'est que j'ai créé une communauté privée qui s'appelle «Dans le cartable du prof d'espagnol» et dans cette communauté-là, le tout, c'est de s'organiser des visios régulièrement. On se retrouve sur Zoom en visio régulièrement, 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois par mois. Donc soit tu viens 1 fois par mois ou tu viens 1 fois par semaine, comme tu veux et puis, justement, on échange sur tout ça. Par exemple, tu vas me dire, bah, là, c'est l'exemple que je te disais, par exemple, j'aimerais exploiter ce document-là avec telle classe, j'ai tel profil d'élève et du coup, on a le temps d'en discuter. Tu me: «Voilà, j'ai tel profil d'élève, avec eux, je sais que ça, par exemple, ça passera pas et cetera, comment tu vois la chose?» et on peut construire ta séquence ou construire
construire ta séance, construire une activité autour de ce support-là. Et l'avantage, c'est qu'on se crée un noyau de profs aussi, où on garde contact sur le long terme. Donc, c'est vraiment un noyau de connaissances. Comme je disais, des profs qui viennent d'un peu partout. J'ai un peu voulu recréer un système qui avait fonctionné pour moi, tout simplement. Un système que j'aurais aimé avoir et qui a fonctionné pour moi. Et aussi, l'effet d'avoir ces échanges aussi en visio, déjà, c'est qu'on se voit très régulièrement. On a le temps de faire un travail individuel et approfondi et de répondre à plusieurs questions, avoir un vrai échange. Mais aussi, on a des canaux de conversation privés aussi, parce que je tiens à ce que ce soit quand même privé et qu'il n'y ait pas non plus 50 000 profs, que ce soit pas à la vue de tout le monde, parce que je sais que bah, certains ne sont pas à l'aise, un peu plus timides, etc. Et des canaux de conversation privés sur lesquels, par exemple, tu as une question, une problématique qui survient, par exemple, bah, justement, une situation de gestion de classe. Par exemple, tu as tel élève, d'un seul coup, il te retourne ta classe, il fait n'importe quoi, tu sais plus quoi faire. Et là, tu finis un cours avec cette classe-là, et là, l'élève t'a fait une dinguerie, et tu ne sais pas comment gérer. Hop, tu déposes rapidement ton message sur le groupe, enfin dans la communauté, dans les canaux de conversation privés. C'est pareil, hein, ça se fait sur Zoom. Et puis comme ça, on peut répondre à ta situation et on peut te suivre, en fait. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si tu as un problème de gestion de classe avec une classe en particulier, c'est pas une question que tu poses comme ça au hasard sur un groupe Facebook et puis après, tu n'as plus de réponse et puis tu es à nouveau à l'abandon. Le but, c'est que de t'accompagner. Tu vois, je t'accompagne quand même de A à Z sur le long terme. Donc, c'est toi qui choisis le temps d'accompagnement dont tu as besoin. Un jour, tu te dis, voilà, j'ai plus besoin d'accompagnement. Hop, tu t'en vas et il n'y a pas de problème. Et le tout, c'est que tu vois, dès que tu as une situation problématique ou un questionnement, hop, on puisse répondre à ta question. Et puis, on puisse suivre l'évolution. Comme je te dis, par exemple, une situation de problème de gestion de classe, en général, ce n'est pas une situation qui se solutionne en un, deux ou trois séances de cours. Donc, en général, ça s'étale quand même sur plusieurs semaines. Donc, au mieux. Donc, les tout, c'est de mettre en place des petites astuces, des petites stratégies qui, tout doucement, te permettent de gagner du terrain et retrouver une sérénité en classe. Donc là, je te parlais de la situation de gestion en classe, mais ça peut être totalement autre chose, hein. Donc voilà, donc le but, c'est qu'on puisse partager aussi nos expériences avec des profs qui sont de partout, en fait, pas seulement dans ton académie, se construire un noyau aussi de profs dans la bienveillance et sans jugement. De toute façon, dans la communauté, vu que c'est moi qui la gère, s'il y a un problème, si je vois qu'il y a un problème, un prof un petit peu trop jugeant ou quoi que ce soit, de toute façon, il est supprimé de la communauté. Comme ça, il y a zéro problème. Et puis, tu peux nous solliciter dès que tu as besoin. Donc ça, c'était la solution. L'idée de mon école aussi à la conquête de l'espagnol, c'est une solution qui est sous deux volets. Donc, comme je te disais, d'une part, il y a la communauté où on échange en direct, etc. Et en revanche, si tu veux plus, par exemple, acquérir des ressources, des guides, etc., moi, comme je te dis, je suis plus dans l'accompagnement. Donc, moi, je ne suis pas là, par exemple, à te vendre un support ou une activité ou quoi que ce soit, parce que pour moi, encore une fois, vendre une activité, c'est bien, parce que ça peut te dépanner, ça peut t'inspirer, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'accompagner les enseignants. Donc, c'est-à-dire que ce que je propose aussi sur mon site internet, que tu verras, qui s'appelle À la conquête de l'espagnol, donc à la conquête de l'espagnol.com. Et de toute façon, tu as le lien en barre de description. Tu as tous les liens dans la barre de description. Tu as le lien du site internet, tu as le lien pour rejoindre la communauté ou pour juste regarder en quoi elle consiste, le lien des ressources digitales dont je vais te parler à présent, mais également les liens. Par la suite, je vais faire aussi des audits et des audits de contenu, donc des audits de création de séquences, etc. Et je vais mettre des programmes d'accompagnement en ligne. Donc tout ça, tu as tous les liens en barre de description si tu veux regarder. Et tu as même la possibilité de réserver un rendez-vous en visio avec moi pour si tu as des questions. Tout simplement, c'est gratuit, hein, leur rendez-vous en visio. Tu remplis le Google Form. Et hop, on planifie un rendez-vous et puis on en discute ensemble. Et comme ça, tu me parles de tes problématiques et puis on voit ensemble, je te dis si je peux t'accompagner sur telle ou telle problématique ou si je ne peux pas t'accompagner, si tu vas avoir des réponses avant de faire partie de la communauté, par exemple. Donc voilà. Et donc la première possibilité donc d'accompagnement via la communauté. Et ensuite, le deuxième volet, c'est des accompagnements, on va dire, semi-indépendants, si je peux dire ça comme ça. En fait, comme tu vas le voir, j'ai des ressources digitales en ligne, des packs de ressources, trois thématiques de packs. Donc, tu as une thématique de pack qui sont des modèles prêts à l'emploi. Donc, des modèles prêts à l'emploi, ce que j'appelle modèles prêts à l'emploi, c'est par exemple des fiches de rituels prêtes à l'emploi, déjà constituées, mais aussi personnifiables, parce que comme je te le dis, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu puisses personnifier à ta façon de travailler. Donc, soit tu veux l'avoir clé en main et tu prends mon modèle tel quel parce qu'il te parle et il te correspond, mais tu as aussi une version que tu peux modifier ou personnifier.
Ensuite, tu as par exemple des fiches de participation orale. Là, je ne l'ai pas encore déployée au moment même où je tourne la vidéo, mais elle va arriver. Ce sont des fiches de structure, de plans de séance, des plans de séquence, des tableaux séquences, des choses comme ça. Une deuxième structure de pack, ici, ce sont des ressources clés en main, pour le coup. Donc, des activités, mais des activités avec un guide, un mode d'emploi, si tu veux. J'y reviens juste après. Et ensuite, le troisième type de pack qui sont des guides. Des guides pour gérer des situations spécifiques. Par exemple, remplir tes bulletins scolaires. Donc, je te donne, par exemple, là, c'est des gens en ligne. De mémoire, j'ai 575 appréciations déjà toutes faites, d'appréciation de bulletins scolaires, toutes classées selon le profil de l'élève, profil, par exemple, en classe, de comportement, mais profil de travail. Par exemple, ça peut être des guides, par exemple, pour faire face à une situation d'inspection. J'ai déjà un guide sur le site pour si tu te fais inspecter, comment préparer ton inspection avant, quoi faire pendant ton heure d'inspection, comment mener l'entretien avec l'inspecteur, toutes ces choses-là. Et donc, la particularité de ces packs, c'est pas seulement des ressources que tu copies-colles dans ton système, c'est des ressources, soit effectivement, tu peux les copier-coller, soit tu peux les personnifier, comme ce que je te disais, personnaliser, pardon, je te disais personnifier depuis le début, personnaliser, que tu peux personnaliser à ta façon de travailler, à ton identité de prof, encore une fois. Et c'est des ressources qui viennent avec un e-book dans lequel je te guide de A à Z sur la façon dont j'ai créé la ressource, pour si toi tu veux créer à nouveau la ressource, comme ça tu sais comment j'ai fait, comment je l'ai mise en place en classe et aussi mes retours d'expérience. Donc dans ce pack, tu as ce fameux e-book, tu as la ressource clé en main, tu as la ressource personnifiable et tu as aussi un accompagnement vidéo dans lequel je te donne plus de détails et je rentre en profondeur sur chacun des éléments. Et ensuite, je t'invite gratuitement à me rejoindre en visio, c'est-à-dire que pour tout achat de pack de ressources, dans le mois qui suit l'achat de ton pack, je t'envoie par email un lien Zoom avec une heure et puis un jour où tu peux me rejoindre et me poser des questions si tu as des questions sur le pack de ressources. Donc je te dis, moi je mets un point d'honneur vraiment à rencontrer les profs, à échanger avec eux en direct. Donc bon, si tu n'es pas disponible ce jour-là, il y a pas de problème, tu auras le lien du replay de la visio. Y participeront tous les profs qui, durant le mois, ont, acheté une ressource et qui ont des questions. S'ils n'ont pas de questions, bah, forcément, ils ne viennent pas, hein. Si tu as pas de questions, tu es pas obligé de venir à la visio. Mais voilà, donc tu as ces 2 volets-là dans mon école et voilà pourquoi j'ai créé cette école-là, vraiment pour, accompagner individuellement, les enseignants et leur apporter tout ce que moi j'aurais aimé avoir et aussi bien, comme je te dis, quand j'ai commencé à enseigner, que par la suite, quand j'avais d'autres questions et que tu sais, plus on a d'années d'enseignement, moins on ose poser de questions parce que moins on se sent légitime, on n'ose pas, on a vraiment peur d'être jugé. Et parfois on l'est, hein, c'est malheureux à dire, mais dans certains établissements ou certains collègues, bah, tu as pas que des collègues bienveillants, tu as des collègues dans la majorité des cas qui sont bienveillants, mais tu as toujours un ou deux collègues qui a toujours quelque chose à redire et puis du coup, bah, toi, ça te freine et tu oses pas poser de questions. Et c'est dommage parce que bah, souvent, c'est des collègues peut-être qui ont plus d'expérience que toi et qui peuvent peut-être t'apporter des astuces, ou même des collègues, parfois, il y a des collègues qui sont plus jeunes que toi et qui ont moins d'expérience et qui pour autant ont un autre regard sur la situation. Et justement, en parlant de regard sur la situation, donc j'en viens au dernier point de la vidéo, qu'est-ce qui m'a permis d'avoir ce recul-là et ce qui fait un peu la particularité de mon profil. Alors, ce qui fait, la particularité de mon profil, c'est que, bah, malheureusement, j'ai connu, les arrêts maladie et les arrêts, longue maladie. Si tu en as jamais eu, les arrêts longue maladie, c'est pas comme un arrêt maladie, que tu as arrêté 1 semaine ou 2 avec ton médecin traitant. Tu passes vraiment par un système, avec le pôle santé, en fait, du rectorat et tu rencontres un médecin expert et tout et là, tu es vraiment arrêté sur le long terme et j'ai arrêté, plusieurs mois, une très longue période. Forcément, c'était tu as une situation médicale, hein, qui a fait que mais pour autant, ça m'a, permis d'une part déjà, bah, de prendre du recul, donc c'était pas du tout un burn-out, c'était vraiment une situation médicale qui était décorrélée du métier, hein. Ça n'avait rien à voir avec le métier d'enseignement, donc c'était pas du tout un burn-out ou quoi que ce soit. Mais pour autant, l'effet, d'être, bah, déjà j'en ai souffert parce que moi j'adore enseigner et l'effet de ne plus pouvoir aller enseigner, pour moi du coup, c'était un déchirement supplémentaire. Mais du coup,
faut toujours essayer de voir le positif dans chaque situation et c'était un mal pour un bien parce que ça m'a permis de prendre du recul et j'avais, alors je dirais pas plus de temps parce que du coup j'avais d'autres choses à gérer du côté médical à côté, mais ça m'a permis de prendre du temps pour un peu analyser ma façon de travailler et du coup repenser ma façon de travailler parce que je savais que quand j'allais réintégrer le travail, je ne pourrais plus enseigner de la même façon. Il allait falloir que il fallait que j'adapte ma nouvelle, façon de travailler. Donc je trouve de nouvelles stratégies en fonction de ma situation, tu vois? Ma situation personnelle. Donc déjà, ça m'a fait prendre du recul sur mes enseignements que j'avais par le passé et me dire: «Ah mais c'est vrai là, ça fait, 1 an ou 2 que je fais ça, mais j'aurais pu le faire comme ça» et c'est vrai que parfois, quand tu prends du recul, ça paraît logique, tu fais: «Mais je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé avant». Juste un petit twist, un petit changement, ça te permet de déployer beaucoup plus de choses et donc ça m'a permis déjà de réfléchir sur plein de choses et aussi de trouver d'autres techniques et méthodes d'enseignement et aussi, du coup, ça me permet aussi d'apporter ce volet-là aux enseignants et à toi si tu es concerné. Comment gérer cette situation, d'arrêt, longue maladie? Parce que c'est pas forcément facile parce que, bah, déjà, il y a toutes les démarches administratives et c'est pas forcément simple. Que le pire a été ce qui m'a le plus, démolie, plus que mes problèmes de santé que j'avais réellement, finalement, ça a été vraiment le rouleau compresseur de tout ce circuit administratif qu'il y a autour de l'arrêt longue maladie et ça, c'est pas facile à gérer, d'autant plus quand on est tout seul, quoi, à gérer tout ça parce que, bah, personne ne peut le gérer à ta place. C'est toi qui dois faire toutes ces démarches-là et c'est vrai que quand tu connais personne qui est passé par cette situation-là, tu fais un peu les choses, soit au dos mouillé, un peu à l'aveugle, tu contactes un peu tous les services. Donc si je peux un petit peu apporter, ma pierre à l'édifice et aider, d'autres enseignants et les encadrer dans ce processus-là, faire gagner un peu de temps, de stress, d'énergie parce que c'est vrai, bah, justement, tu es en arrêt maladie, tu as pas beaucoup d'énergie. Pour les accompagner dans les démarches administratives, pour un partage d'expérience et pour, donner peut-être quelques réponses que moi j'aurais parce que je suis passée par cette situation-là. Ensuite, aussi une gestion émotionnelle parce que c'est vrai que, bah, c'est pas évident comme je te dis, déjà, bah, faut que tu t'occupes de ta santé donc tu es susceptible d'avoir déjà plein de rendez-vous médicaux, tu as une santé un petit peu fragile, physiquement, bah, tu es pas énergique. En plus, il faut que tu gères ça donc et puis en plus, comme je te dis, moi, ce que j'avais en plus à gérer, c'est que moi, je voulais retourner en cours le plus tôt possible et je pouvais pas. Enfin, donc et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Il y en a d'autres qui sont arrêtés parce que justement un burn-out, donc les aider aussi dans ce processus-là de réussir à décrocher, de ne pas culpabiliser parce que je sais pas si tu l'as, mais le sentiment de culpabilité quand tu es prof, c'est tout un sujet aussi. Parfois, tu as quelques collègues qui sont encore là et parfois, il y a des collègues, qui sont plus là en fait, qui ont disparu de qui ont disparu. Donc c'est vrai qu'émotionnellement, parfois, c'est difficile à gérer. Si tu traverses une situation pareille, sache que du coup, dans la communauté, même si à l'instant T, tu n'enseignes pas, je peux t'accompagner, dans ce processus-là et aussi, le gros point et en fait, je pensais pas que ça allait être dur à ce point et en fait, je pensais pas que ça allait être dur du tout. Parce qu'en fait, quand j'ai réintégré après mon arrêt maladie, forcément, j'ai réintégré et donc moi, j'étais toute contente, je fais: «Enfin, je vais pouvoir retourner en classe». Alors même si j'ai essayé de penser à des choses des adaptations possibles pour moi, bah, moi j'étais tout feu tout flamme, hein. Je me disais: «Trop bien, je vais reprendre les cours avec mes élèves, tout ça, je vais faire ci, je vais faire ça». J'étais pleine d'idées et en fait, je suis arrivée en classe, enfin, je suis arrivée déjà en avance pour installer ma salle de classe, tout ça et en fait, j'ai eu des sensations très bizarres. Tu as des souvenirs comme tu as pas enseigné depuis très longtemps, tu as l'impression que c'était une autre vie, déjà. Tu réintègres, bah, du coup, tu revois tes collègues que tu as pas vus depuis très longtemps pour certains. Il y a certains peut-être que tu enfin moi, il y avait certains collègues que j'avais continué à voir, qui me rendaient visite ou quoi que ce soit, mais il y en a que j'avais pas vus depuis très longtemps et du coup, c'était très bizarre. J'avais l'impression à nouveau de faire, ma rentrée pour la première fois à nouveau dans cet établissement-là et comme si j'étais à la fois nouvelle et ancienne et j'arrivais plus à reprendre mes repères, donc reprendre ses repères, c'était compliqué. Pour reprendre ses marques en salle de classe, les déplacements, la gestion des élèves, tu sais, c'est comme si j'avais un peu oublié mes repères, mes réflexes, mes habitudes, tu vois? Des habitudes que je devais reprendre et je voulais alors au début, l'erreur que j'ai faite, c'est que bon, on pourra en reparler dans la communauté, hein, si tu fais partie de la communauté, mais une erreur que j'ai faite, c'est que je voulais absolument revenir comme avant. Alors qu'au final, après une épreuve pareille, tu es plus la même personne. Et ça aussi, il faut l'accepter et au-delà de l'accepter, il faut aussi procéder de manière différente. Tu vois, c'est des choses toutes bêtes. Par exemple, au niveau informatique, je ne savais plus, comment on faisait, telle manipulation avec, le logiciel qu'on utilisait là-bas ou tu vois, c'est des choses toutes bêtes qui font que si tu accumules tout, tu as l'impression d'être perdu, tu vois? Et c'est hyper dur, tu vois? J'avais rien anticipé de tout ça au début, ça a été, extrêmement épuisante, quoi. C'était pas, en fait, mon corps
qui était épuisant. Bon, au-delà de si, c'était épuisant pour mon corps parce que d'un seul coup, c'était une réintégration et voilà. Mais c'était toute cette charge mentale de toutes ces choses qu'il fallait que je reprenne en main, que je remanipule, que je reprenne en repère, etc. Et ouais, et ça, il faut pas le négliger. Donc voilà, pour ce petit laïus sur ce qui fait un peu ma particularité dans mon parcours d'enseignante. Et donc, si tu as des questions, comme je te dis, n'hésite pas soit à prendre un rendez-vous en visio avec moi, puis on en discute, à passer directement par mon site internet qui est laconquête-de-l'espagnol.com. Elle me laissait aussi un commentaire pour me dire, bah voilà, pour que je sache un peu déjà qui me regarde, qui fait partie un petit peu des viewers des vidéos de la chaîne. Donc, comme je t'ai dit, hein, ton profil de prof, c'est-à-dire si tu es titulaire, pas titulaire, contractuel, depuis combien de temps, dans quel type d'établissement, tout ça, tout ça. S'il y a des choses qui à l'heure actuelle te posent problème ou des vidéos que tu voudrais que je tourne sur certains sujets. Par exemple, si tu me dis, bah voilà, moi je rencontre tel type de problématique que j'arrive pas à solutionner depuis un certain temps. Donc, bon, l'idéal, c'est que tu viennes dans la communauté parce que je peux te faire quelque chose, on va dire, aux petits oignons, parce que j'aurai le temps de te poser des questions et vraiment te faire un programme personnalisé. Mais si tu veux quelque chose d'un peu plus généraliste, un petit peu plus lambda, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire et puis je verrai si je peux tourner une vidéo sur ce sujet parce que, comme on dit aux élèves, hein, il n'y a pas de questions bêtes. Et puis si ça te sert à toi, ça va forcément servir à d'autres enseignants. Donc c'est pour ça, n'hésite pas. Donc moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.